Bonsoir Jennifer. Bonsoir Franck. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Côte d'Ivoire et du monde entier, bonsoir Israël et bienvenue à votre émission Devine qui vient dîner. Après 4 ans de rupture, nous reprenons avec une équipe encore plus dynamique, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles rubriques et surtout avec le sourire ravageur de Jenny. Bonsoir chers téléspectateurs, très heureuse également de vous retrouver dans le cadre de votre émission préférée et tant demandée par les téléspectateurs. Alors, devine qui vient dîner, Franck. Lorsqu'on le recevait pour la première fois, il paraissait avant-gardiste parce qu'il était venu avec des idées particulières. On se demandait si son entreprise allait prospérer. Il est donc déjà passé sur le plateau de Devine qui vient dîner? Il est déjà passé. Et donc, c'est lui qu'on a trouvé parce qu'entre-temps, son actualité a changé. Il a eu raison de s'investir. Il a eu raison de croire en ses rêves, il a eu raison de tout plaquer pour se consacrer à un domaine bien précis. Très très bien. Devine qui vient dîner alors. Devine qui vient dîner. On attend de voir, mais je pense qu'il est dans la notation. Je ne sais pas s'il est professeur, enseignant. On va dire tu sais quelque chose? On va dire notation financière. Très bien, je vois qui c'est. Hein. On va dire notation financière. Tu sais, c'est à la mode actuellement, c'est à la page parce que... Ouais. La Côte d'Ivoire est en plein sur tous les marchés. Très bien. Donc là, c'est bon, là, tout est clair dans mon esprit. Logiquement. Je peux Je peux dire le nom? Je pense. Le nom? Le prénom ou le nom? On va dire le prénom. On va dire le prénom? Ouais. Stan. Stan. Ah, je peux le dire fort alors, Stan. Mais si Stan Zézé va, alors. Si Stan va avec Zézé, ok, appelons donc Zézé Stanislas. Bonsoir. Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Stanislas Zézé. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien, et chez vous? Très bien, écoutez, content d'être là. Content d'être là, 5 ans après, pour faire le bilan. En tout cas. Bien de choses se sont passées entre-temps. Parce qu'il y a 5 ans déjà, on vous trouvait assez avant-gardiste. On se disait, est-ce que ce monsieur-là, avec de belles idées comme ça, il n'allait pas se planter? Et qu'est-ce que ça donne 5 ans après? Écoutez, 5 ans après, le bilan, il est absolument positif. Il est même extraordinaire. Un peu au-delà de mes espérances, mais il est très bien. Il est très bien. Je crois que je ne me suis pas trompé. Je savais que je ne me trompais pas. Mais ce qui est important, le plus important, c'est que tout le monde a réalisé aujourd'hui que c'était une initiative qui était nécessaire pour le marché financier de la Côte d'Ivoire, de l'UEMOA et même de l'Afrique. Et donc je suis très content d'avoir été à l'origine de cette initiative et qu'aujourd'hui tout le monde se rend compte que c'était quelque chose qu'il fallait faire. Donc vous avez pris un risque, un gros risque. C'était un risque calculé, mais en réalité, si vous voulez, comme je dis, hein, il faut rêver. Il faut rêver, mais il ne faut pas rester un rêveur. Il faut rêver pour réaliser des grandes choses. Vous regardez, toutes les grandes choses qui ont été réalisées dans ce monde sont parties de rêves. Vous regardez Bill Gates, vous regardez Steve Jobs, sont parties de rêves. Vous rêvez et vous travaillez dur pour y arriver. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de réaliser avec Bloomfield Investment. J'ai un parcours qui en réalité prédestine à continuer pour être au sommet de l'échelle dans le monde financier. En réalité, je crois qu'il y avait, je pense qu'il y avait d'autres moyens pour y arriver et dans le processus, créer quelque chose de nouveau, apporter sa pierre à l'édifice, créer un système qui permettrait justement de s'insérer dans l'écosystème financier de l'Afrique et c'est ce qu'on a décidé de faire et c'est ce qu'on a créé. Et ça marche très bien. Ça marche. À l'époque, vous étiez 4 dans votre service. Aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à peu près 17. Ouais. Comme quoi ça évolue? Ça évolue. Nous sommes 17 staff et nous avons un pool de consultants. Nous sommes en Côte d'Ivoire avec une représentation au Cameroun. Et nous sommes en train d'envisager de créer une représentation au Kenya, une au Nigeria et une au Maroc. Donc nous sommes en pleine expansion. Nous avons aussi l'intention de créer un bureau d'études et de recherche à Londres. Nous sommes d'ailleurs justement en discussion avec des partenaires de la City pour justement ouvrir ce... L'idée, ce serait de créer un outil qui permettrait aux investisseurs occidentaux
donc à travers Londres, le marché de Londres, d'avoir une idée appropriée, une idée réelle de ce que c'est que l'environnement des affaires en Afrique. Parce que généralement, malheureusement, ceux qui donnent des informations à ces investisseurs internationaux qui doivent venir en Afrique sont des gens qui sont eux-mêmes jamais venus en Afrique. C'est quand même paradoxal d'avoir des gens qui donneront une idée de l'attractivité de l'environnement des affaires en Afrique, qui eux-mêmes ne sont jamais venus ou connaissent très mal l'Afrique. Donc je pense qu'il est important pour nous de se substituer à ces gens et donner les informations nécessaires et réelles et appropriées qui permettront aux investisseurs de prendre de vraies décisions d'investissement en sachant exactement ce à quoi s'attendre quand ils viendront en Afrique. Aujourd'hui, Stan Zézé, il est arrivé au bout de ses objectifs? Non, pas du tout. Nous ne sommes même pas à mi-parcours. Nous avons énormément de choses que nous sommes en train de développer. Nous avons de très gros chantiers et nous sommes sur la bonne voie, mais ce serait trop prétentieux aujourd'hui de dire que nous sommes arrivés. Nous sommes vraiment presque à mi-parcours. Donc il y a le chantier, il est vaste, il est énorme. Heureusement pour nous, nous avons des Africains très compétents qui sont avec nous, hein. Donc les staffs, nous avons des jeunes cadres qui sont... Plusieurs nationalités. Nous sommes une structure panafricaine. Très bien. Nous avons, mais basée en Côte d'Ivoire, mais nous sommes une structure panafricaine. Nous recrutons de toutes les nationalités. Et nous sommes contents d'ailleurs parce que ce multiculturalisme apporte quelque chose de particulier. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on parlera ce soir de finances, de notation financière. Et pendant tout le repas, vous connaîtrez, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut connaître à la matière, tout ce qu'il faut savoir à la matière. Et puis, nous allons bien sûr rejoindre nos acolytes. Marc-Antoine et Céa pour la bonne humeur. Ça sera pour tout de suite alors. Bien sûr, on y va pour le dîner. Seconde partie de l'émission et nous retrouvons nos compagnons de toujours, Marc-Antoine et Céa. Nous avons un invité de qualité, nous avons donc demandé à Céa de veiller à ce que les choses se passent très bien pour ce dîner. Céa est allée en cuisine. Évidemment. On peut avoir des nouvelles? Oh, les nouvelles sont très bonnes, les nouvelles vont être tout à l'heure donné par un excellent cuisinier, le chef de ce grand restaurant que nous allons recevoir ensemble pour dîner dans la paix et bien sûr et prendre un peu de poids. Chef Bento. D'accord, qu'on reçoit? On reçoit. Bonsoir chef. Bonsoir chef. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Je me présente, Oui. Alphonse Bento, chef de cuisine du restaurant Solar. D'accord. On aura quoi au menu ce soir? Vous aurez tout à l'heure comme un menu de dégustation. En entrée, vous aurez tartare d'avocat, pain de crevisses aux herbes, vinaigre de tapenade. Comme plat, vous aurez grenadine de bœuf gratiné à la mozzarella, sauce à l'ancienne. Comme garniture, brochette d'aloco et fagot d'haricots. Et en dessert? En dessert, vous aurez moelle au chocolat, servi avec une boule de glace et coulis de fruits rouges. Est-ce que ce menu vous sied, très cher invité? Absolument, absolument. Je trouve qu'il est très alléchant. C'est vrai que je ne suis pas... j'avoue que je mange généralement par nécessité. Mais je trouve ce menu très attractif, en effet. Très bien. Je crois que ça Moi, je reste persuadée que vous allez aimer parce que Céa était à côté du chef et je sais qu'il a aidé à apporter les ingrédients qu'il faut. Oui, le marché du chef. Mais ce que je veux dire à mon chef, c'est qu'il a en présence de lui la grande notation. Une personnalité qui note, qui est dans la notation, alors tu seras noté. Tu seras noté aussi. Voilà, tu seras noté tout à l'heure. Aujourd'hui. Non, on notera. Très bien, Franck. Merci, vous pouvez servir. Ok, bonne. D'accord. Merci beaucoup. En venant donc, nous allons entrer donc de plein pied dans l'émission. Marc-Antoine,
va nous donner dans un instant... On l'a envoyé fouiner. Bien sûr, bien sûr. On va dire, on l'a envoyé fouiner, mais pas en cuisine. Hein. Non, il est même allé aux États-Unis. On l'envoie même aux États-Unis pour retracer le parcours sortir le CV de notre invité. Oui, les petits métiers, tout ce qu'il a fait. Exactement, parce que quand on reçoit nos invités, on a besoin de savoir tout ce qui s'est passé avant, qu'il ne soit grand cadre, n'est-ce pas, Marc-Antoine? Je dis merci à M. Stan d'être avec nous. Stan Zézé, il est diplômé de l'Institut des sciences politiques et économiques de Michigan, aux États-Unis. Okay? Ensuite, il est diplômé de l'école d'administration de l'University of Michigan, où il a obtenu un MPA, s'entend un Master of Public Administration, avec spécialisation en gestion des risques financiers et planification stratégique en développement économique. Il a aussi étudié le droit des affaires en France. Il a une riche expérience en gestion des risques qu'il a acquise dans des instituts tels que la Banque mondiale à Washington en qualité de directeur projet. Ensuite, il a travaillé à la National Bank of Detroit. Ensuite, à la BAD comme senior analyste crédit, directeur régional risque crédit Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour un grand groupe pétrolier que je ne sais pas le nom ici pour des besoins de publicité. Exactement. Et c'est après tout ceci qu'il a décidé de ouvrir ses propres ailes et de créer en 2007, si je ne me trompe pas, Bloomfield Financial qui est aujourd'hui Bloomfield Investissement. D'accord. Le bête long, c'est ce que M. Stanislas... Excusez-moi, je peux prendre crédit maintenant. Non, à la fin de l'émission. À la fin de l'émission. D'accord. Oui. On parle de finances là. À la fin de l'émission. Après le dîner, D'accord. Affaire à suivre donc. C'est bon, il y a quelque chose à ajouter au CV? On a oublié, mais il y a des choses qu'on n'a pas... Non, je crois que pour les besoins de ce dîner et de l'émission, je crois que c'est un résumé qui reflète la réalité. D'accord. Nous allons entrer donc dans le vif du sujet. On parle de notation financière. C'est vrai que c'est une notion qui existe depuis plus de 100 ans, mais c'est maintenant que cette notion-là nous est rapportée ici en Côte d'Ivoire. C'est quoi la notation financière? Écoutez, la notation financière, c'est un mécanisme extraordinaire d'ailleurs, qui permet de réduire la symétrie d'information entre les investisseurs et donc entre les pourvoyeurs de capitaux et les demandeurs de capitaux. C'est un outil qui permet à... L'agent de notation financière a pour rôle de mettre ce qu'on appelle une opinion sur la qualité de crédit d'un emprunteur. Donc, établir sa capacité et sa volonté à faire face aux obligations financières, donc à court, moyen et long terme. En sachant que dans notre jargon, ce qu'on appelle le court terme, c'est toutes les obligations financières à moins d'un an. Et le moyen et long terme sont les obligations financières au-delà d'un an. Donc en réalité, c'est un outil extraordinaire qui permet aux décideurs, donc aux investisseurs, de prendre, si vous voulez, d'investir dans telle ou telle opération parce qu'elle est profitable, parce qu'elle est moins risquée et parce qu'ils ont une capacité, ça leur donne la capacité d'avoir une visibilité. D'accord. Voilà. Pour rebondir, quels sont les critères sur lesquels on se base, n'est-ce pas, pour faire la notation financière, soit d'un pays, soit d'une ville, soit d'une entreprise? Écoutez, il y a des critères qui diffèrent. Il y a deux catégories de critères, des critères qualitatifs, les critères quantitatifs. Prenez une entreprise par exemple, on va dire tous les critères qualitatifs seront des critères comme le background des investisseurs, des dirigeants, par exemple, l'environnement dans lequel opère la structure. Pour tout ce qui est qualitatif, c'est tout ce qui est chiffre. Nous allons regarder les états financiers de la structure pour déceler sa solidité financière. Donc il y a certains ratios qui sont identifiés et calculés qui vont permettre de déterminer la capacité de cette structure-là à avoir suffisamment, à générer du cash flow pour faire face aux obligations financières. D'accord. Et les étapes, les différentes étapes de ce processus-là, c'est quoi? Écoutez, c'est un processus qui est très simple. Après la signature du contrat, vous avez la collecte d'informations, donc des informations qualitatives et quantitatives qui vont permettre aux analystes de faire leur travail. Après une première analyse, vous avez les entretiens. C'est une étape fondamentale, étape qui permet justement aux analystes de confronter les dirigeants de l'entreprise notée ou du pays noté vis-à-vis des informations déjà reçues. Ensuite, il y a un regroupement de toutes ces informations dans une grosse note de synthèse et de la note de synthèse, nous sortons un rapport provisoire. Donc, le rapport provisoire est envoyé à l'entité notée pour commentaire. Une fois que nous recevons le commentaire, cette note est finalisée. Donc le rapport est finalisé par les analystes. Et les analystes proposent
un rapport final, une note et des perspectives au comité de notation qui décide de la note et des perspectives. Donc c'est un processus qui prend à peu près 2 mois. La première année, il peut être un peu plus long parce qu'il y a des ajustements à faire. Les entités notées, généralement, quand elles ne sont pas habituées au processus, traînent un peu des pas pour donner des informations. Certaines informations qu'elles considèrent être confidentielles. Et il y a toujours le débat de comment ces informations seront traitées, par exemple. D'accord. Les notes, on nous aurait dit que les notes partaient de 3A à C, c'est ça? Non, les notes partent, on va partir du plus bas, de D, défaut avéré, à 3A, risque extrêmement faible. D'accord. Voilà. Donc vous avez 2 catégories. Vous avez la catégorie des risques, vous avez la catégorie d'investissement et la catégorie spéculative. Donc la catégorie d'investissement, c'est la catégorie dont le risque est considéré de modéré à extrêmement faible. Et la catégorie spéculative, c'est de défaut avéré à risque assez élevé. Donc vous avez ces 2 catégories-là. Majoritairement, les investisseurs prudents investissent plutôt dans la catégorie d'investissement. Et ceux qui veulent prendre plus de risques vont investir dans la catégorie spéculative. Parce que sachez que l'argent coûte en fonction de votre qualité de crédit. Donc plus le risque est élevé, plus le retour sur investissement est élevé. Donc moins le risque est élevé, moins le retour sur investissement est élevé. D'accord. Avant donc de vous laisser cuisiner par tous mes amis ici, c'est quoi la notation aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? La notation de la Côte d'Ivoire, c'est... Avant de répondre, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. J'ai dit veille au gré. Bon appétit. La Côte d'Ivoire vient d'être notée à l'international. Donc elle a été notée par 2 agences, Moody's et Fitch. Donc la note de Moody's est B1 avec une perspective positive. Et la note de Fitch est de B. Il me semble que la perspective est également positive ou stable. Ce que ça veut dire, c'est une note spéculative, c'est clair, mais en même temps, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire sort de crise. Donc avoir une note spéculative mais avec une perspective positive veut dire en réalité que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Donc cette perspective positive, à la prochaine évaluation pourrait éventuellement, si la perspective est positive sur toute la période de validité de la note qui est de 1 an, il est très probable qu'à la prochaine évaluation, la Côte d'Ivoire gagnera certainement un cran ou 2. Vous avez participé pour que la Côte d'Ivoire soit à ce stade? Écoutez, nous avons participé en amont. Nous avons coaché la Côte d'Ivoire pour lui permettre d'être prête à accueillir ces agents de notation financière pour le processus, vu que c'était la première fois. Ça a duré combien de temps? Le coaching a duré quelques semaines et le processus de notation a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Mais si moi, je pense que... Non. Là, attendez. Là. Non, une dernière question. L'évolution de la notation financière dans l'ensemble de l'UEMOA. Écoutez, c'est une évolution fulgurante et extraordinaire. Hein. Nous avons commencé, je crois que tout le monde est peut-être d'accord sur ce point, c'est Bloomfield qui a introduit la notation financière dans l'UEMOA. Moi, je n'avais pas l'info. Ouais. D'accord, maintenant vous l'avez l'info. Donc c'est confirmé alors? C'est confirmé. Nous sommes la première agence de notation financière francophone en Afrique, sachant qu'en Afrique, vous avez 4 agences. La contribution de Bloomfield Investment Corporation à la notation financière dans l'UEMOA est avérée. Nous avons participé aux discussions qui ont permis justement de mettre en place un système, une réglementation introduisant la notation financière obligatoire dans l'UEMOA, ce qui est une première. C'est extraordinaire en ce sens que désormais nous avons un marché qui dit que les emprunteurs vont être jugés sur leur qualité de crédit et donc et non sur... de crédit. Oui, la qualité de crédit, c'est la capacité et la volonté d'un emprunteur à faire face aux obligations financières. Donc, de façon matérielle, quel est l'impact aujourd'hui de la notation financière dans l'UEMOA? L'impact, il est très clair. Vous savez, vous avez dans notre portefeuille des structures qui, en 4-5 ans de notation financière, ont réduit leur coût d'emprunt de 300, 400, voire 500 points de base, c'est-à-dire 5%, de 2% à 5%. Donc vous avez des entreprises qui empruntaient à 12% quand elles ont commencé à être notées. Aujourd'hui, elles empruntent à 7% et ainsi de suite. Donc ça montre bien que l'impact de la notation financière a permis à ces entreprises-là de convaincre les pourvoyeurs de capitaux
les banques, les investisseurs, à pouvoir à leur faire confiance et investir. Donc, la qualité du crédit, comme je disais, va déterminer le coût auquel vous empruntez. Donc, plus vous êtes crédit, moins cher l'argent coûte, parce que l'objectif, ou la crainte du moins de l'investisseur, c'est de rentrer dans ces fonds. S'il a cette certitude-là de rentrer dans ces fonds, évidemment, il sera un peu plus souple sur les conditions. Et quand vous êtes noté et que vous avez une bonne note, vous avez, si vous voulez, une marge de manœuvre dans les discussions sur le coût de l'argent que vous empruntez. Et vous attirez les investisseurs quand vous êtes noté, puisque vous attirez plusieurs investisseurs, vous les mettez en compétition. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mieux vous êtes noté, plus d'investisseurs vont vous approcher, vont vouloir investir. Donc évidemment, vous les mettez en compétition. Le plus offrant sera celui qui vous certainement proposera les meilleures conditions commerciales. La notation des États africains en monnaie locale, pourquoi? En fait, en réalité, la note que je vous ai donnée tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire, c'est une note qui a été déterminée en dollars. D'accord. Une note déterminée en dollars permet de mettre la Côte d'Ivoire dans une sorte de compétition globale. Ça lui permet de vendre des obligations sur le marché international, et ces obligations seront achetées par des Chinois, des Américains, des Français, des Australiens. L'idée, c'est d'avoir une monnaie commune. Dans cette monnaie commune, c'est le dollar. Donc, ils vont acheter en dollars, et le remboursement doit se faire en dollars. Sauf que nous sommes généralement des pays qui ont des faibles réserves de devises. Donc forcément, ça a un impact sur la note dans la mesure où, quand vous empruntez en dollars, on évalue votre capacité à rembourser, mais à rembourser en dollars. Ce qui est différent quand vous utilisez une notation en monnaie locale. La notation en monnaie locale n'a pas de règles telles que la limitation de transfert des devises, la réserve des devises et éventuellement un risque de taux de change. Et là, vous êtes dans une situation où votre note est déterminée dans votre monnaie d'opération. Donc forcément, elle met plus en valeur votre réelle capacité de faire face à vos obligations financières. Parce que vous pouvez être riche en CFA et très pauvre en dollars. Et donc sur le plan international, forcément, ça aura un impact négatif. Tandis que si vous empruntez par exemple sur le marché local, ce qui est le cas d'ailleurs pour la majorité des pays, les pays africains empruntent plus localement et régionalement qu'ils empruntent internationalement. Donc il me paraît tout à fait logique et tout à fait raisonnable d'avoir une monnaie en monnaie locale, une notation en monnaie locale pour permettre justement aux investisseurs locaux et régionaux de mieux apprécier la qualité des crédits des pays à court, moyen et long terme et d'avoir une vraie visibilité sur ces pays-là. Nous avons des marchés qui sont assez profonds d'ailleurs, mais l'idée à un moment donné, quand vous voyez une certaine stagnation sur les obligations émises par les États, c'est parce que les investisseurs ont du mal à avoir une vraie visibilité sur la qualité des crédits de ces pays-là. Je veux proposer quelque chose à ce propos. Généralement, en matière d'audit social, c'est généralement l'entreprise, les dirigeants qui demandent l'audit. En matière de notation financière, qui est à l'origine de la saisine de l'agence de notation? C'est le pays en question, l'entreprise, ou bien c'est quelque chose d'obligatoire? Écoutez, ça va dépendre. Vous avez 3 types de notation. Vous avez la notation sollicitée, la notation obligatoire et la notation non sollicitée. D'accord. La notation sollicitée, c'est quand l'entité notée approche une agence de notation financière et demande que cette agence établisse sa qualité de crédit. La notation obligatoire, c'est quand c'est dans le cadre d'une réglementation, telle que c'est le cas dans l'UEMOA. La réglementation dans l'UEMOA dit, par exemple, quand vous êtes coté à la bourse, vous devez être noté. Quand vous émettez une obligation, vous devez être noté. Quand vous voulez être un garant sur le marché financier de l'UEMOA, vous devez être noté. Donc quand vous êtes dans ce cas de figure, évidemment, ça devient obligatoire. Et la troisième notation, c'est la notation non sollicitée, où l'agent de notation financière prendra des informations publiques et va donner une opinion sur l'entité, sur une entité donnée. Sauf que nous sommes dans un environnement où on a un sérieux problème de disponibilité d'informations qui sont à jour et des fois de fiabilité d'informations. Donc, dans un environnement comme le nôtre, il est difficile de prendre le risque d'émettre une opinion non sollicitée. Mais comment on apprécie la crédibilité d'une note? Comment on apprécie la crédibilité d'une note? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est factice, quelque chose qui est subjectif? Comment est-ce qu'on peut définir s'il répond exactement à la réalité du terrain?
Déjà, parce que c'est vous qui décidez. Hein. Voilà, déjà, je peux vous rassurer que la notation existe depuis plus de 100 ans. Donc, si elle existe toujours, c'est qu'elle fait certainement quelque chose de bien. C'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, vous devez comprendre que la notation financière est devenue le guide par excellence des investisseurs. Vous pouvez le constater d'ailleurs vous-même quand il y a eu la crise des subprimes, quand il y a eu la crise de la dette en Europe. Et la notation financière, c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas tricher. Si vous voulez établir la qualité de crédit de quelqu'un, vous ne pouvez pas tricher. Si vous dites qu'une personne est 3A, dont le risque de défaut est extrêmement faible ou inexistant, mais si ce n'est pas sa vraie valeur, sa vraie qualité de crédit intrinsèque, sur le marché, cette entité va se comporter dans sa vraie valeur intrinsèque qui est peut-être C. Donc elle fera défaut. Quand ça arrivera, on se demandera, quand ça arrivera 2 fois, on se demandera si l'opinion que vous avez donnée est crédible. Donc il est difficile de tricher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le marché qui va déterminer si vous êtes une entité crédible ou pas. Si vous prenez le portefeuille de Bloomfield, par exemple, je peux vous dire, ça fait 7 ans que nous faisons la notation financière. Aucune entité notée en note d'investissement n'a fait défaut. Donc ça montre bien la consistance de cette opinion-là. Ça, c'est très important. Et vous verrez ça, je veux dire, c'est quelque chose de très clair et facile à déterminer si vous donnez une opinion qui correspond à la qualité du crédit. Les agents de notation financière sont indépendants. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Indépendantes des entités qu'elles notent, indépendantes de leur conseil d'administration. Il y a une gouvernance d'entreprise en interne qui crée une distinction ou qui établit une séparation de pouvoir entre le comité de notation qui prend la décision et qui n'a aucun contact avec le client et le groupe des analystes qui font l'analyse, qui proposent la note, qui sont eux en contact avec le client, mais qui ne prennent pas de décision sur la notation financière. Quelle est la réaction des banques vis-à-vis de la notation financière en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça se passe bien? Ils ont encore beaucoup d'appréhension? Comment ça se... Au début, ils avaient beaucoup d'appréhension, mais je ne crois pas qu'ils aient eu... Cette appréhension était basée sur la notation financière elle-même. D'accord. Bon, pour certains, il y avait une incompréhension. Évidemment, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était, parce que tous les banquiers ne savent pas nécessairement ce que c'est que la notation financière, du moins en profondeur. Mais c'est surtout qu'ils se demandaient quelle était la crédibilité des notes, et ce qui est une préoccupation tout à fait légitime. Hein. Je crois qu'après toutes ces années, ils ont bien vu, ces banques ont bien vu la crédibilité des notes qui sont émises, et ont commencé justement à considérer ces notes-là. Et je vous ai dit que beaucoup de nos clients ont réduit leur taux d'emprunt de façon significative. Donc aujourd'hui, les banques le prennent en considération. Et les banques sont obligées même de le prendre en considération dans leur propre réglementation. Dans BAL 2, BAL 2 oblige les banques à prendre en considération les opinions des agents de notation financière pour le risque de contrepartie. C'est vrai que nos banques ne sont pas encore entrées dans BAL 2, mais elles rentreront bientôt. Comment les qualifient alors? Elles sont dans BAL 1. Ah, BAL 1. Ouais, pendant que les autres banques, malheureusement internationales, ou heureusement d'ailleurs pour elles, sont en train de rentrer dans BAL 4 maintenant. Parce qu'ils ont déjà dépassé BAL 3, on est en train de parler de BAL 4 maintenant. Donc nous avons accusé énormément de retard et il me semble que des dispositions sont prises par la Banque centrale de l'UEMOA pour que les banques justement de l'UEMOA rentrent dans BAL 2, ce qui est vraiment nécessaire, ce qui va renforcer d'ailleurs la capacité des banques à pouvoir maîtriser le risque de contrepartie. D'accord. La dernière question, CA. Parlons de l'UEMOA. Quel a été réellement l'impact de la notation financière depuis ces 5 dernières années dans l'UEMOA? Comme je disais tout à l'heure, l'impact a été réel, même en termes de, si vous voulez, d'attractivité de notre marché. Nous avions un marché qui, avant, était un marché qui coûtait très cher, parce que l'émission d'obligations devait être garantie à 100% à première demande. Ce que ça veut dire, je vous donne un exemple très simple, si vous voulez emprunter 30 milliards sur 10 ans, les 30 milliards sur 10 ans, le taux de coupon plus la garantie vous coûterait à peu près 10 milliards. Donc la garantie seulement vous coûterait 6,5 milliards sur 10 ans.
il est difficile de comprendre qu'avec 30 milliards, on pourrait faire un investissement qui permettrait, sur cette période-là, d'avoir un bénéfice nettement supérieur à 10 milliards pour pouvoir rembourser, payer la garantie et avoir un retour sur investissement. C'est quasiment impossible. Donc aujourd'hui, vous avez l'introduction de la notation financière qui réduit de façon significative ce coût-là. Quand vous êtes noté, que vous avez une note d'investissement, vous empruntez, vous émettez des obligations sans garantie. Donc vous économisez déjà les 6,5 milliards. Donc vous retrouvez seulement à payer le coût de l'argent, donc le coupon. Si vous avez une note d'investissement, le coût de la notation financière qui est nettement inférieur aux 6,5 milliards, qui est même inférieur aux 500 milliards, à 500 millions sur 10 ans. Donc voilà, en un mot, quelque chose de très important en termes d'impact réel. Nous avons un marché qui devient beaucoup plus attractif pour les émetteurs, pour les emprunteurs, parce que ça coûte moins cher d'emprunter sur le marché de l'UEMOA, avec une maturité plus grande. Donc on emprunte, les banques, malheureusement dans notre environnement, ont des maturités plus courtes, généralement des maturités à moyen terme, et le marché financier offre des maturités beaucoup plus longues, 10 ans, voire même plus, parce qu'il n'y a pas de limite établie par le régulateur. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va passer au plan de résistance. Vous me permettrez de revenir sur un détail qui m'est cher à cœur. Qu'est-ce qui prouve l'objectivité des agences de notation? Parce que vous pouvez être influencé par un gouvernement, vous pouvez être influencé par des gros groupes qui peuvent, à coups de milliards, vous faire changer d'opinion et vous donner 3 ans. Qu'est-ce qui prouve véritablement, qu'est-ce qui aujourd'hui garantit votre transparence? Écoutez, comme je vous ai expliqué, l'indépendance des agents de notation financière, qui, même si elles veulent être influencées, elles ne pourront pas le faire, parce que le capital le plus important des agents de notation financière, c'est sa crédibilité. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes Franck. Moi, j'annonce qu'en tant qu'agent de notation financière, Franck court plus vite que Usain Bolt. Je peux justifier sur papier, j'obtiens les sponsors nécessaires. Ce qui est vrai d'ailleurs. D'accord, on vous met sur le terrain et on se rend compte que Usain Bolt vous laisse loin derrière. Le premier jour, la première fois, on dira peut-être que Franck était malade. Si ça arrive 2 fois, si ça arrive 3 fois, on dira Bloomfield Investment n'est pas crédible. Donc du coup, Bloomfield Investment perd son fonds de commerce. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas tricher sur la notation financière, donner une opinion sur une entité, sur sa qualité de crédit, et cette entité ne se comporte pas sur le marché selon cette qualité de crédit, vous, agent de notation financière, vous perdez votre crédibilité. Donc, les agents de notation financière ont intérêt à se rassurer qu'elles sont influencées par personne pour pouvoir justement sortir une opinion qui correspond à la réalité, du moins à leur réalité, qui est basée sur des éléments concrets, qualitatifs et quantitatifs, qui permettent d'établir cette qualité de crédit-là. Et ça, c'est fondamental. Si après 7 ans, aujourd'hui, je peux vous dire que Bloomfield évolue dans le bon sens, dans un très bon sens, c'est parce que justement nous avons établi cette crédibilité-là. C'est parce que depuis 2007, toutes les notations que nous donnons correspondent à la qualité de crédit des entités qui sont qu'on note. D'accord, bien. Très bien, très belle réponse. Actualité oblige, moi j'ai envie de vous demander en tant qu'Africain ivoirien, quelle est votre réaction, vu que la BAD revient à son siège initial en Côte d'Ivoire, Abidjan? Quelles seront les retombées dans la vie quotidienne des Ivoiriens et dans l'avancement de l'économie en Côte d'Ivoire? Écoutez, le retour de la BAD est une chose extraordinaire. C'est-à-dire que même des gens en capital confiance, le simple fait qu'une institution comme la BAD revienne en Côte d'Ivoire, ça montre bien que la Côte d'Ivoire a tout, si vous voulez, tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir recevoir une telle institution de qualité. Donc déjà, en termes de qualité-confiance, ça permet aux investisseurs de rassurer les investisseurs, de rassurer les partenaires de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est désormais définitivement sortie de la crise et la Côte d'Ivoire retrouve sa place de choix dans l'échiquier des nations. C'est ça, première. La deuxième chose, il y a des retombées économiques très importantes. L'arrivée de la BAD va créer des emplois, certainement.
va créer aussi, si vous voulez, la BAD va travailler avec plusieurs structures, donc ça va permettre l'émergence de certaines PME dans certains secteurs d'activité, permettre à des PME de se développer, parce que justement, la BAD a de grands besoins, donc va susciter justement de la production. Et ça, c'est très important. La BAD, c'est des milliers, enfin, il me semble, à l'époque, aujourd'hui, je pense que c'est avec les familles, c'est à peu près 4... On a dit 1000, hein, 1000, je crois, 1000 personnes qui Oui, arrivent. mais ça, c'est les fonctionnaires, plus les familles, on se retrouve à 3000. Donc, c'est 3000 nouveaux consommateurs avec un certain pouvoir d'achat qui viennent dans l'économie ivoirienne. Donc, forcément, ça a un impact sur la consommation. Et donc, l'impact, il est réel. C'est une garantie de stabilité? Enfin, je ne dirais pas une garantie de stabilité. Ça montre bien qu'on est dans un pays qui est stable, qui est en paix, donc qui attire des institutions comme la BAD. La garantie de stabilité, ce n'est pas la BAD qui va l'établir, c'est plutôt les Ivoiriens eux-mêmes qui vont assurer cette garantie de stabilité-là. Pour enchérir sur la question de Jennifer, est-ce pour ça que depuis un moment, votre actualité est vraiment parsemée de notations de grandes villes telles qu'Abidjan, Dakar? Il n'y a pas longtemps, vous étiez en Mauritanie. Est-ce dans ce même cadre que vous travaillez dans le sens de rendre cette ville la plus rentable au plan des marchés financiers internationaux? Écoutez, nous à Bloomfield, on croit fondamentalement que le développement de l'Afrique va passer par le succès de la décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, nous avons été indépendants pendant plus de 50 ans, à la majorité des pays africains. Et force est de constater qu'en termes de développement, le bilan est plutôt mitigé. Peut-être que nous avons adopté la politique du top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, qui n'a peut-être pas vraiment bien fonctionné. Il est peut-être temps de penser à une politique bottom-up, c'est-à-dire partie d'où il y a les problèmes réels, donc les collectivités locales, les problèmes d'éducation, les problèmes de santé, les problèmes de salubrité. C'est dans les villes, c'est dans les régions, c'est du concret. Quand quelqu'un a un problème de salubrité, il ne va pas voir le ministre de la salubrité, il va voir le maire. Cette proximité-là, il faut la renforcer. Et renforcer cette proximité, c'est de donner les moyens économiques, les moyens financiers et les moyens politiques d'ailleurs aux collectivités locales de pouvoir agir. Donc la notation financière est un outil qui va permettre justement d'établir la capacité de ces villes et de ces régions à pouvoir absorber des capitaux et à pouvoir les gérer de façon transparente pour pouvoir investir dans du lucratif, pour générer du cash flow pour faire face aux obligations financières. Ça a été le cas dans la majorité des pays qui sont devenus émergents. C'est le renforcement des capacités des collectivités locales qui a permis justement cette émergence-là. Je crois que pour nous, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle non seulement nous avons commencé à noter ces grandes villes, et je peux vous dire, le résultat de ces notations était extraordinaire. Parce que dès que ces villes ont été notées, elles ont commencé à attirer énormément d'investisseurs. Elles étaient elles-mêmes les premières surprises. Elles ont commencé à attirer les investisseurs qui se disent, on a toujours pensé que les États africains infantilisaient les collectivités locales, et on voit qu'il y a un changement. Parce que l'État, évidemment, la dette de la collectivité locale selon la loi est une dette qui fait partie de la dette de l'État. Donc l'État est systématiquement responsable de la dette de la collectivité locale, d'où l'envie de bien maîtriser les emprunts des collectivités locales. Mais si aujourd'hui vous avez un outil qui établit que les collectivités locales sont capables de bien gérer les fonds qu'elles reçoivent, les gérer dans des projets lucratifs qui permettent de rembourser, évidemment l'État a tout intérêt de retirer ce verrou et de permettre à la collectivité locale, justement, qui est plus proche des problèmes de développement, de s'émanciper, de lever des emprunts, même sans la garantie de l'État, si elles en ont la capacité en termes de qualité des crédits, et pouvoir rentrer dans une stratégie véritable de développement. Je pense que le plat a été servi, le plat des résistances. C'est alléchant. Ça là, c'est fagot, ils ont attaché fagot là où c'est quoi ça? C'est des haricots verts. Ça, c'est des haricots verts et ça, c'est la banane plantain. La Côte d'Ivoire revient, les bailleurs de fonds reviennent, la banque revient et l'Ebola aussi est là. Un mot là-dessus. On n'est pas encore ici, hein. Attention à toi.
Attention, il faut dire que l'Ebola n'est pas encore... Il va répondre à ma question. Non, j'ai parlé dedans. L'Ebola n'est pas encore... Je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'Ebola. Bon, si l'Ebola qui se vit dans d'autres pays, mais pas en Côte d'Ivoire. Oui, mais il peut parler dessus. Lui, il voyage, non? Oui, il va parler, mais c'est pas encore en Côte d'Ivoire. Bon, il faut mettre ton fagot. Voilà, des alocos croisés. Alors, l'impact de l'Ebola, évidemment, c'est une pandémie très grave. Hein. De toute façon, on voit bien l'allure à laquelle elle décime les populations. Donc, d'ailleurs, Bloomfield est en train de faire une étude sur l'impact économique que l'Ebola aura sur l'économie des pays, justement, qui ont été touchés par cette pandémie. Ça aura un impact en termes de croissance économique, c'est très clair, vu que les pays touchés par la pandémie sont des pays où il se crée une psychose qui a un impact réel en termes de ralentissement de l'économie. Les frontières avec les autres pays sont fermées, donc forcément ça réduit les échanges, sinon ça élimine les échanges pour l'instant. Évidemment, ce n'est pas des pays que les touristes ont envie de visiter, ce n'est pas des pays où les investisseurs ont envie d'aller maintenant. Donc forcément, ça crée une psychose. C'est dommage, mais évidemment, je crois que la façon dont ça a été présenté au monde entier, et puis bon, évidemment, les résultats de cette pandémie montrent bien que les gens se méfient, c'est clair, mais l'impact est réel. Nous voulons, à travers cette étude, nous rassurer de l'exactitude ou du moins de la magnitude de cet impact-là. Mais il y aura un impact qui est sûr sur l'économie de ces pays-là et puis sur, évidemment, l'envie d'y aller. Voilà. Très bien. C'est quoi votre avis sur le rebond qu'on a eu? Écoutez, le rebond émis par la Côte d'Ivoire a été un succès. D'ailleurs, je crois que c'est là l'occasion de féliciter les autorités ivoiriennes pour le succès de cet rebond, spécialement la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances qui a, avec son équipe, qui ont fait un travail remarquable pour justement arriver à ce résultat-là. Vous savez, la notation financière a eu un rôle important dans ce succès, évidemment, dans la mesure où ça a permis aux investisseurs de vraiment connaître la Côte d'Ivoire cette fois-ci, de façon concrète et en profondeur. Les présomptions du potentiel de la Côte d'Ivoire étaient désormais des réalités, parce que ça a été établi par une entité indépendante qui a dit quel était le potentiel de ce pays-là. La preuve, la Côte d'Ivoire allait sur le marché international pour demander 500 millions. Elle a non seulement obtenu 4,7 milliards, il me semble, de dollars, à un taux extraordinaire de 5,6%, il me semble. Donc je crois que ce succès-là montre bien que la Côte d'Ivoire a un potentiel extraordinaire, que ces investisseurs ont pu voir à travers le travail qui a été fait par l'équipe qui était sur le rebond, dirigée par la ministre, et aussi, si vous voulez, le fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une note et que les investisseurs ont la possibilité d'avoir une visibilité très claire sur le potentiel de la Côte d'Ivoire, sa capacité à absorber du cash, le cash qui est demande, et sa capacité à générer du cash flow de par son économie pour justement faire face à ses obligations financières. Ils sont rassurés, on va dire. Ils sont même très rassurés, il me semble, hein, parce que quand vous demandez 500 millions, quand on vous propose 4,7 milliards, c'est qu'on est rassurés. Ils sont plus que rassurés. On va finir avec la dernière question économique. D'accord. J'ai tout de suite envie de vous poser la question, hein, vous le savez, hein, c'est plus qu'un slogan, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Vous y croyez ? Ce n'est pas une question de croyance. À mon avis, je pense que c'est un objectif qui peut être atteint si le nécessaire est fait. Mais toujours est-il que 2020, c'est la porte d'à côté. Ça veut dire que les réformes économiques et sociales qui permettraient à notre pays d'être émergent en 2020 doivent être entreprises immédiatement, sans délai, et que, évidemment, les Ivoiriens se mettent résolument au travail. Pour y atteindre, c'est un objectif qui est atteignable, c'est clair, mais il est important qu'on se mette au travail pour y arriver. Nous allons passer maintenant à la première rubrique de l'émission. Et Tony va nous y conduire. Okay. Nous passons maintenant à la partie réservée au reportage, c'est-à-dire
à la partie dans laquelle on suit l'invité pour voir un peu comment il travaille. M. Zézé, c'est quelqu'un de très ouvert, très sympathique, mais c'est aussi quelqu'un de très exigeant. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on est dans un environnement où on s'expose. Donc, cette exigence est indispensable, cette exigence est comprise par les staffs, donc par nous en premier, et nous l'inculquons justement à nos analystes. De gros bagages intellectuels, donc après on sait où on va, on partage une vision commune, donc la vision du PDG qui nous pousse, on va dire dans le système anglo-saxon, à travailler, mais travailler en collaboration. Voilà, donc c'est plutôt une bonne collaboration, une collaboration qui fait réfléchir, avancer et qui nous permet d'être performants tous les jours. Ce qui est intéressant chez Bloomfield, c'est qu'on a une capacité à faire bouger le marché financier, à faire bouger l'économie, dans le sens d'une allocation optimale des capitaux. Moi, j'aime bien employer ce mot-là parce que c'est ce qui rend une économie performante. Et là, aujourd'hui, je veux dire, quand on regarde le succès de cette société-là, c'est pas de la magie. Je veux dire, c'est issu d'une réflexion, c'est issu d'une stratégie qui a été menée de long et en large de façon extrêmement brillante. Et c'est une stratégie qui continue d'ailleurs d'être menée. Et je pense que c'est intéressant de travailler de façon proche avec un patron, avec un PDG, qui stratégiquement a une vision qui s'y tient, qui est très très bon dans la tenue de ses objectifs, dans la manière dont il accompagne ses équipes, dans la manière dont il porte l'envergure de la société à travers ses interventions médiatiques, à travers le lobbying énorme qu'il fait pour justement faire bouger le marché. On a dans les valeurs de Bloomfield une culture de la performance, on a une culture de l'excellence et on a une culture de ce qu'on appelle chez nous l'initié. L'initié, c'est quoi? C'est la personne qui va justement maîtriser mieux que le marché, l'ensemble du marché. Et c'est ça qu'on construit humainement chez Bloomfield, c'est on construit des personnes qui sont capables de faire preuve d'excellence partout où ils se trouvent. Voilà. Et ça, c'est, je pense, la marque de fabrique humaine de Bloomfield. Et c'est en ça qu'on marque nos analystes. Le reportage a été édifiant. Et pendant le dessert, j'aide l'invité à digérer. Avec 10 questions rapides, franches, sèches, sans grand développement. D'accord. C'est bon? Ok, je vous écoute. Demain matin, vous recevez un coup de fil pour avoir une nomination comme ministre. Vous dites quoi? Oui ou non? Ministre de l'économie et des finances. Je dis non. Vous dites non? Ouais. D'accord. Quel que soit le ministère? Non. Ah, d'accord. Ça, c'est mon grand-père. On vous consulte et on vous demande si le CFA doit carrément être indépendant, donc ne plus être adossé sur l'euro, donc avoir notre monnaie à nous, ou la situation demeure telle. Je dis qu'on devrait se séparer. On doit se séparer. Ouais. Donc le CFA peut vivre sans l'euro. Absolument. Il y a des préalables, bien entendu, qui doivent être mis en place, mais on n'a pas vocation à être arrimé à l'euro pour le reste de l'existence de notre Union. Il est important, un pays qui n'a pas qui ne maîtrise pas sa propre monnaie, c'est quand même difficile d'avoir de vraies politiques économiques. Hein. Quelqu'un qui est touché par l'Ebola, vous coupez les ponts avec cette personne ou vous compatissez? Le pays, on va dire. Je compatis, mais je n'ai pas envie d'attaquer l'Ebola. On vous envoie en mission recommandée au Libéria, pour une très grande mission de la Banque mondiale. Vous y allez là? Enfin, la Banque mondiale ou n'importe qui, non. C'est pas actuellement. En réalité, je veux dire, si... Non, vous y allez ou vous n'y allez pas? Non, ça dépend. Les frontières sont fermées. Non, c'est possible. C'est possible d'atterrir au Nigeria,
derrière. Non, c'est pas juste pour vous. On vous prend un jet privé, voilà. C'est très important, c'est crucial comme mission. Donc je pense qu'on prendra certainement les dispositions nécessaires pour que je ne sois pas en contact avec l'Ebola. donc vous y allez? Oui, bien sûr, bien sûr. S'il s'avère, et là je suis déjà à ma 5e question, s'il s'avère que par extraordinaire, vous êtes dans une entreprise où votre femme est votre supérieur hiérarchique, comment est-ce que vous réagissez? Oui, ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème parce que, figurez-vous, à la maison, les femmes sont un supérieur hiérarchique. Bien sûr. Ça ne change rien. Donc, il n'y a pas de problème. Ça ne me pose aucun problème. C'est bon. Dans votre vie de financier, c'est quoi votre pire journée? C'est quoi l'événement qui s'est passé qui... Non, la pire journée, c'est de savoir qu'un client a une raison de penser que vous avez divulgué des informations confidentielles, ou il a des raisons de penser que... ou alors il a un problème sur votre crédibilité. Oui, ça, ce serait la pire journée d'un financier. Si la Banque mondiale, là je suis en 6e question, si la Banque mondiale ou une autre grande entreprise de notation financière décidait de vous débaucher pour que vous puissiez diriger l'une des plus grandes institutions donc, de notation du monde, accepteriez-vous de laisser votre entreprise? Non, je ne pense pas, parce que je pense que j'ai créé cette structure pour un objectif précis. Je ne suis pas sûr que j'ai encore atteint cet objectif. Et vous savez, je ne crois pas qu'on soit arrivé où on est supposé être. En réalité, si vous voulez, je ne suis pas dans la notation financière pour des raisons nécessairement lucratives. Je suis plutôt dans la notation financière pour une nécessité de développement. Et ça, c'est très important. Je ne crois pas que je suis encore arrivé. Pour votre information, hier, on m'a fait une proposition d'un super job en Asie que j'ai refusé. Donc, je ne suis pas vraiment à la quête de job. J'adore ce que je fais, j'adore les équipes que j'ai. J'adore l'évolution de cette structure et ce que je suis en train de mettre en place avec mon équipe. J'ai une équipe formidable. Et pour rien au monde, pour aucun job, au moins je peux vous rassurer, je laisserai ça. En tout cas, pas pour l'instant. Je pense que là, on est en train de faire quelque chose de formidable. Des ambitions politiques? Non, pas du tout, je vous ai déjà dit. Ça ne m'intéresse pas. Écoutez, vous savez, quand on parle de politique, ce n'est pas seulement être à des postes électifs. Tout le monde, toute la société participe au processus politique. Chacun à son niveau. Il y a des gens qui sont bons à être à des postes représentatifs. Il y a des gens qui sont bons à être dans le développement, dans le privé, mais avec un impact sur le politique. Vous savez, c'est un écosystème de développement. Chacun a son rôle. Moi, je crois que je suis bon dans mon rôle. Je suis même très bon dans mon rôle. Et j'apporte quelque chose de positif à justement cet écosystème. Donc il serait inconcevable que je veuille usurper la place de quelqu'un d'autre pendant que ce n'est pas cette place à laquelle je pense que je suis destiné. Avant-dernière question, c'est quoi la place de Dieu dans votre vie? Extrêmement, vous êtes très occupé. Extrêmement importante, je prie tout le temps. Vous savez, il ne s'agit pas d'aller dans une église pour prier. Je prie quand je suis au volant, je prie quand je suis dans mon bureau, je prie quand je suis dans mon lit. Je prie de façon permanente. Donc pour moi, Dieu a une place primordiale dans mon existence. D'accord. Pour finir, et ça, j'avoue que je n'avais pas prévu cette question, mais Jennifer a insisté. Donc je suis obligé de la satisfaire. Vas-y, pose Franck. C'est plus un exercice même qu'une question. Vas-y. Prenez-nous votre air préféré. Je dois venir. Mais je risque de vous faire fuir, malheureusement. Non, on accepte. Prenez-nous votre air préféré. Non, mais justement, c'est quoi déjà votre chanson préférée? Et puis, parce qu'il est là, il peut exécuter toutes les phrases qu'il faut. Vous savez, malheureusement, je ne parle pas. Au fait, là, il n'y a pas de développement à faire, en fait. Non, il y a un joker à prendre. Parce que mon air préféré, c'est la rumba. Et comme je ne parle pas lingala... Non, allez-y, prenez il faut donner quelque chose. Faites ce que vous voulez. Attendez, je vais lancer l'invité. Pona Baragasaka, la yéti la chanson Marabahingi. On a demandé de chanter en lingala. On est venu chanter.
Sia. Non, mais chante un lingala. On ne va pas insulter. Non, c'est l'invité qui veut chanter. Sinon, si c'est moi, je peux chanter. Non, ça va, c'est Non, très sérieusement, je prendrai un joker parce que ça risque d'être catastrophique. ma femme risque de ne pas me laisser rentrer à la maison ce soir à cause de l'orange que j'ai remis sur la famille. Moi, je prends un joker. D'accord. Finalement, il y a plus un joker. C'était l'objectif, il faut prendre un joker. C'est fait. Merci à notre invité du jour, monsieur Stanislas Zézé. Il s'est prêté à toutes nos questions, on l'a cuisiné dans tous les sens et je pense qu'à part le joker qu'il a pris en fin d'émission, il s'est vraiment très bien comporté. Merci à Jennifer. Merci Franck. Merci à l'invité. Merci à Sia. Merci à l'invité. Merci à Marc-Antoine. Merci au restaurant Solarino, situé donc à la 7e tranche. Merci pour ce magnifique et cet excellent repas. C'était super. Vraiment, c'était très bon. C'était très bon. Le chef il est là. Custo arrive. C'était 10 sur 10. Moi, je donne. Et Sia 8. Voilà, là, tu t'as maintenant. On dirait 9, c'est bon. Pardon 9, c'est bon, très bon. Bon, puisque nous sommes en notation financière, je donnerai donc 2 A. Pas 3 A, mais 2 A. 2 A plus. Voilà, 2 A plus. Voilà, pour vous dire que nous sommes en notation financière. Là. Oui. Le maître des notes. Je voulais rassurer votre hôte pour lui dire qu'ici à Solarino, nous avons comme coutume de recevoir des grandes personnalités qui ont des palais très prononcés. D'accord. Ok. Merci beaucoup. On sera certainement là pour la prochaine émission. C'est nous qui vous remercions. Nous allons finir en beauté. Notre invité n'a pas pu chanter, mais nous avons un artiste. Un véritable artiste, une révélation. Je ne tarderai pas. Faire le nom, Franck. Le nom me manque pour le présenter tellement. On va le découvrir. Merci. On va le découvrir. On va le découvrir dans un instant. Quant à nous, nous disons au revoir. Dans 15 jours, le rendez-vous est pris avec la même bonne humeur, avec la même équipe, avec le même punch. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Yeah. God bless you. Il gâteau. Pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Oui, demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir pour du temps qui me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Poussière cette planète, elle est pour moi une fourmilière qu'on écrase de pied. Demandez-moi de tuer la lumière, ça c'est fait. Et paraît que ce soir stop le cours du temps. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, j'ai l'air de